Bonjour tout le monde. Après le chapitre 1 de la troisième partie, on va entamer le deuxième chapitre concernant les pollutions liées à la consommation de matières énergétiques et à l'utilisation des matières organiques et inorganiques. Les activités du chapitre 2 se résument comme suit. On va commencer par étudier et voir la pollution de l'air. Donc à savoir une petite définition, les causes et les conséquences, qui se résument en 3 lignes, l'effet de serre, le trou de la couche d'ozone et les pluies acides. Aussi la pollution de l'eau, donc les causes et les conséquences, concernant les eaux douces, les mers et les océans. La pollution du sol, aussi les causes et les conséquences. Et enfin, l'impact de la pollution sur la santé, l'environnement et l'économie. Alors, la pollution de l'air. La pollution de l'air est une pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique est une altération de la qualité de l'air causée par des polluants rejetés dans l'air qui peuvent être d'origine naturelle, les volcans, l'incendie de forêt, ou anthropique, ça veut dire les activités humaines. On va commencer donc par la première conséquence, c'est l'effet de serre. L'effet de serre est un phénomène naturel provoquant une élévation de la température à la surface de notre planète. Alors, à savoir une température moyenne de 15 degrés à la surface de la Terre. En absence de cet effet de serre, qui est naturel, la température de la Terre serait de l'ordre de moins 18 degrés. Comme vous le remarquez, le Soleil envoie vers la Terre un flux de radiation. 30% de ces rayons sont réfléchis vers l'espace par les nuages, l'atmosphère et le sol. 20% sont absorbés par l'atmosphère. 50% absorbés par la surface terrestre. Certains gaz de l'atmosphère, ce sont des gaz qu'on retrouve naturellement, absorbent des rayons infrarouges et réémettent de la chaleur vers la surface terrestre. C'est l'effet de serre. Mais actuellement, les activités humaines produisent plus de gaz à effet de serre, les GES, qui amplifient l'effet de serre naturel. Parmi ces gaz, on cite le CO2, comme vous pouvez le voir. Donc, il contribue à 50 à 60% de l'effet de serre. Alors, son origine est la combustion d'énergie fossile, donc le charbon, pétrole, gaz, le transport, le chauffage, la production d'électricité, déforestation. Donc, tout ça va contribuer à augmenter la teneur du CO2 dans l'atmosphère et donc engendrer une amplification de l'effet de serre. On cite d'autres gaz, à savoir le méthane, le protoxyde d'azote, l'ozone et les gaz fluorés, le CFC, l'HCFC, CF4, SF6. Donc vous avez l'origine des émissions, comme vous pouvez le voir, c'est surtout industriel, mais il y a aussi les solvants ménagers et surtout le transport. Aussi, si on peut souligner un autre point, vous voyez un peu la durée, la moyenne de vie dans l'atmosphère de ces gaz. Donc, si on prend par exemple le CO2, qui est le gaz principal à effet de serre, il dure entre 50 à 200 ans. Donc, c'est très longtemps, ça persiste. Alors, avant l'année 1800, à l'aube de l'ère industrielle, les teneurs en CO2 dans l'atmosphère ne dépassaient pas 280 parties par million, ppm. De même pour les autres gaz, qui ont connu une émission cumulée. On constate parallèlement que depuis la révolution industrielle, la température moyenne du globe a augmenté significativement. Regardez, c'est entre 14 et 14,6. Donc, elle a augmenté de 0,6 degrés. Alors, cette augmentation de la température de 0,6 ou même de 2 degrés va provoquer plusieurs incidents. On note la fonte des glaces, l'élévation du niveau des océans, donc inondation des zones de très faible altitude,
et ceci modifiera la géographie côtière. Certaines zones connaîtront des inondations, d'autres des sécheresses, et ceci par la perturbation de la météorologie, c'est-à-dire les changements climatiques extrêmes, donc des tempêtes, des cyclones, des pluies, disparition de plusieurs espèces animales et végétales. Passons maintenant à la deuxième conséquence de la pollution de l'air, l'amincissement de la couche d'ozone, ou bien la réduction de l'épaisseur de la couche d'ozone. L'ozone est naturellement présent dans l'atmosphère, c'est l'O3. O3, c'est l'ozone. Alors, il est naturellement présent dans l'atmosphère terrestre. Il forme une couche d'ozone dans la stratosphère, exactement entre 15 et 60 km, ou bien dans certaines références, vous allez trouver entre 10 et 60, ou d'autres entre 13 et 40 km. L'essentiel, c'est qu'on le trouve dans la stratosphère. Alors, son rôle, c'est quoi? C'est qu'il intercepte, c'est-à-dire il va empêcher le passage des UV, des ultraviolets, de 97% des rayons ultraviolets du soleil. Cependant, l'ozone est un polluant dans les basses couches de l'atmosphère. C'est-à-dire si on le trouve dans, par exemple, la troposphère, il devient polluant. Alors, comme vous le remarquez, les couches d'ozone qui se situent au-dessus de certaines régions de l'Antarctique et de l'Arctique ont connu une diminution progressive de leur épaisseur. Ce phénomène est connu sous le nom de trou d'ozone. Le graphe suivant représente la variation de la concentration du monoxyde de chlore et de l'ozone stratosphérique en Arctique. On constate que l'augmentation des monoxydes de chlore dans l'atmosphère induit une diminution de l'ozone et donc son amincissement. En effet, la libération des composés chimiques chlorés dans l'air, les CFC, qui se trouvent dans les bombes aérosols, les gaz de congélateurs et des climatiseurs, les extincteurs d'incendie, matafé, etc. Donc alors CFC, ces composés chlorés, vont se décomposer dans l'air sous l'action des ultraviolets et vont libérer le chlore. Le chlore ainsi libre va réagir avec l'ozone selon la réaction que voilà, c'est-à-dire chlore plus ozone, ça va nous donner le monoxyde de chlore et le dioxygène. Le monoxyde de chlore réagit avec le monoxygène pour libérer à nouveau le chlore. Le chlore se trouvant dans l'atmosphère va réagir de nouveau avec plusieurs molécules d'ozone. Donc une molécule de chlore peut ainsi détruire des milliers de molécules d'ozone. Le troisième impact de la pollution sont les pluies acides. Alors, qu'est-ce que les pluies acides? Une pluie acide est une pluie rendue acide ou bien trop acide par son contact avec la pollution atmosphérique causée par le trafic routier, ça veut dire les transports, les unités industrielles, etc. Alors les gaz tels le dioxyde d'azote, le NO2, le dioxyde de soufre, le SO2, le monoxyde de carbone, se combinent aux gouttelettes d'eau, c'est-à-dire dans la vapeur d'eau qui se trouve dans les nuages, et forment des pluies acides qui provoquent une acidification anormale de l'environnement. Par exemple, voilà, donc en Scandinavie, Norvège, Suède, au Canada et Allemagne, Pologne, il y a de milliers d'hectares de forêts qui sont détruites. Et bien sûr, avec la mort d'un grand nombre de poissons dans les lacs. Alors pourquoi? Parce que s'il y a acidification du sol, il y a aussi acidification des eaux superficielles, des eaux de surface. Et un changement des conditions physiques de ces eaux va entraîner la mort des êtres vivants qui y habitent.
Alors, vous avez des réactions chimiques dont vous devez retenir, à savoir la formation de l'acide sulfurique, qui est l'H2SO4. Voilà, on peut le voir ici. Alors, vous avez l'acide sulfurique qui est l'H2SO4, comme j'étais en train de le dire. Donc, on commence par le dioxyde de soufre plus l'oxygène. Ça nous donne le SO3. Le SO3 va réagir avec H2O, les gouttelettes d'eau bien sûr, et ça va nous donner l'acide sulfurique H2SO4. En outre, nous avons aussi la formation d'acide nitrique H2NO3. Donc c'est le NO2, ça veut dire le dioxyde d'azote avec l'eau, et qui va nous donner l'H2NO3, l'acide nitrique. La formation de l'acide carbonique, l'HCO3. Donc le CO2 va réagir avec H2O et ça va nous donner HCO3. Alors, quelles sont les conséquences des pluies acides sur les milieux de vie? Alors, il y a des effets sur les végétaux. Les arbres vont perdre leurs feuilles, les végétaux sont plus sensibles aux parasites. Donc, ils vont aussi perdre leur chlorophylle, ils vont prendre une couleur jaune. Le sol et l'eau s'acidifient et comme conséquence une diminution de la faune et de la flore, leur mortalité. Mais aussi côté architectural, les statues, les édifices historiques sont détériorés. Alors, je donne l'exemple du Sphinx en Égypte. Il va y avoir aussi des effondrements et éboulements des falaises. Bon, ceci, c'est en grosso modo les conséquences des pluies acides sur l'environnement. Passons maintenant aux causes de la pollution de l'eau et ses conséquences. On va voir les principaux polluants des eaux douces et des océans, d'accord? Je donne une petite définition. La pollution de l'eau correspond au changement de ses caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques à cause des rejets de déchets solides, liquides ou gazeux. Concernant les eaux douces, on distingue les polluants d'origine industrielle, que ce soit des composés organiques, hydrocarbures, métaux lourds, dioxines, etc. Il faut savoir que les métaux lourds s'accumulent à travers la chaîne alimentaire, ce qui peut être dangereux pour la santé des êtres vivants, en général et de l'homme en particulier, parce que l'homme normalement il occupe c'est-à-dire le maillon le plus grand, le dernier maillon, c'est-à-dire le maillon d'un degré élevé, et ça c'est ce qu'on appelle la bioaccumulation. Alors, comme on a dit maintenant, donc on a les polluants d'origine industrielle. Il y a aussi les polluants d'origine agricole, par l'usage abusif d'engrais et de pesticides. Alors les pesticides, ce sont des produits destinés à lutter contre les parasites animaux et végétaux nuisibles aux cultures. Alors cette utilisation ou bien usage excessif va polluer les sols, les eaux et les eaux superficielles. Il y a aussi la pollution d'origine domestique, Nifayat Manzilia, comme on l'avait vu précédemment, que ce soit les déchets solides organiques et inorganiques, les produits de lessive, les eaux usées, des ménages, des égouts, d'accord? Ça c'est en grosso modo, en résumé, et en ce qui concerne maintenant la pollution des mers et des océans. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai signalé ici les marées noires, qui sont de graves conséquences de la pollution des océans. Passons aux causes de la pollution des océans. Comme le montre le document A, de nombreux produits chimiques et de déchets solides provenant des activités agricoles et industrielles, mais domestiques aussi, sont drainés par les cours d'eau et rejetés dans l'océan. D'autre part, comme le révèle le document B, chaque année, à peu près 2,3 millions de tonnes de produits pétroliers, qui sont bien sûr de composition d'hydrocarbures,
s'échappent des navires pétroliers suite à des accidents et qui forment des marées noires considérées comme des catastrophes écologiques de l'écosystème marin. Une marée noire, c'est quoi? Tout simplement, elle désigne une catastrophe industrielle et écologique volontaire ou accidentelle qui résulte du déversement d'une importante quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers dans la mer. Lorsque cette nappe atteint la zone côtière, on parle alors de marée noire. La marée noire contribue à la réduction de la biodiversité. Alors comme vous pouvez le voir, voilà, ce schéma illustre bien cette réduction de biodiversité. Donc le nombre d'espèces touchées et éliminées par les taches d'huile dispersées sur de grandes surfaces va être élevé, donc ce qui va mener à leur mortalité, que ce soit à titre d'exemple les oiseaux, les moules, les poissons, disparition de certaines espèces d'algues. Ceci va avoir plusieurs impacts, notamment des impacts côté impact économique, à savoir que les activités de pêche seront donc fortement affectées, ainsi que les activités touristiques et l'image de la région touchée. Alors, la pollution du sol, c'est le troisième point. Le sol est considéré comme un milieu vivant qui abrite une faune et une flore diversifiées. Ces êtres vivants vivent en équilibre. Malheureusement, le sol est menacé en permanence par plusieurs formes de pollution, principalement d'origine humaine. On va citer cette source de pollution. Donc, la source principale est l'activité agricole. Voilà. Et ceci par l'utilisation intensive et excessive, ça veut dire abusif. J'essaie toujours de vous donner tous les termes, soit que vous dites intensif ou bien excessif ou bien abusif, c'est pareil, des engrais, mofret, les engrais, bien sûr. Les excédents de phosphore et de nitrate persistent dans le sol, va durer, c'est-à-dire plus longtemps. Ils sont facilement entraînés par les eaux de ruissellement, c'est-à-dire MIACLN, ou les eaux d'infiltration qui alimentent les nappes souterraines. Ce qui va entraîner, bien sûr, le phénomène d'eutrophisation, surtout pour les eaux superficielles. Ceci va provoquer l'eutrophisation. Eutrophisation, je vais le signaler après, quand on va parler des impacts. Les engrais, comme le montre le tableau de gauche, contiennent aussi des métaux lourds qui persistent dans le sol. Ils sont toxiques pour la faune du sol, étant donné que le sol donc va être bien sûr enrichi de matières toxiques. Donc la faune, ceci va affecter la faune et la flore du sol. Le tableau de droite vous montre aussi que l'utilisation intensive de pesticides peut être néfaste pour l'environnement, comme pour la santé, par leur persistance pas mal de temps dans les sols. Vous voyez bien sûr que ça dure pas mal de temps. Ce qui va contaminer le sol et les eaux de surface, mais aussi souterraines. Le document suivant vous montre que le domaine agricole n'est pas la seule source de pollution des sols, mais aussi vous avez les rejets industriels, à savoir les polluants minéraux et organiques. Aussi, vous avez les eaux usées et les décharges sauvages, comme on avait vu dans le premier chapitre, et ceci par déversement dans le sol de différentes substances nocives et toxiques, tels les hydrocarbures, les métaux lourds. Vous voyez, à chaque fois, je reviens vers les métaux lourds. Les éléments radioactifs. Bien sûr, vous savez très bien que les décharges sauvages peuvent contenir aussi des éléments radioactifs. Matières plastiques, etc. En résumé de la pollution des eaux, de l'air et des sols qu'on vient voir, quelle est donc leur répercussion sur la santé, l'environnement et l'économie?
Alors, répercussions sur la santé. Alors, j'ai résumé cela sous forme de tableau. Alors, la pollution de l'air, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, cela va peut provoquer des maux de tête, la fatigue, maladies respiratoires, par inhalation, bien sûr, par inhalation de ces substances toxiques, de ces substances volatiles qui se trouvent dans l'air. Ça peut aussi affecter le système nerveux, le système immunitaire, engendrer des cancers, des maladies ophtalmiques, cardiaques, aussi digestifs, provoquer de nausées, des vomissements. En ce qui concerne la pollution du sol, donc apparition de maladies, bien sûr, après contact avec des sols pollués. La pollution de l'eau, donc là j'ai cité un exemple. C'est le cas du mercure à Minamata au Japon. Alors, la bioaccumulation du mercure dans les maillons des chaînes alimentaires était à l'origine des difformités physiques et des troubles du système nerveux et des retards mentaux chez les enfants. Mais aussi chez les animaux, hein. Ils ont connu des difformités. Répercussions sur l'environnement. Alors, vous avez encore une fois un tableau où j'ai résumé, c'est-à-dire la répercussion, bien l'impact que va engendrer la pollution de l'air, du sol et de l'eau. Alors, en ce qui concerne la pollution de l'air, bien sûr, comme on l'a vu pour l'effet de serre, il va y avoir des changements climatiques, ce qui va accentuer les catastrophes naturelles, inondations, cyclones, sécheresses, désertification, etc. Quant aux pluies acides, ils vont perturber la croissance des végétaux, entraîner la baisse du rendement agricole, la mortalité d'animaux aquatiques, mais aussi la faune du sol, hein. La résorption de la couche d'ozone, ça veut dire l'amincissement de la couche d'ozone. Donc déjà, on connaît son rôle. Elle empêche le passage d'une grande quantité des ultraviolets. Donc cela va augmenter le passage des ultraviolets bêta, ce qui va ralentir la croissance des végétaux, la disparition du plancton et la diminution du rendement des cultures. La pollution du sol. Alors pour l'environnement, ça va entraîner l'usage abusif et excessif des pesticides utilisés en culture affecte la faune et la flore du sol, c'est-à-dire leur empoisonnement. Bioaccumulation des pesticides dans les chaînes alimentaires et toxicité de plus en plus grande chez les espèces d'un ordre plus élevé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et comme ce qui s'est passé à Minamata à cause du mercure. Pollution de l'eau. Alors déjà, j'ai dit par l'usage excessif des engrais riches en phosphore et nitrates, donc cela va entraîner l'eutrophisation. Ça veut dire la présence du phosphore et nitrate va permettre de nourrir les algues et donc ils vont proliférer de ces algues-là. L'eau va prendre une couleur verte due à cette prolifération et donc la transparence va diminuer, ce qui va activer la décomposition anaérobie, bien sûr au fond du lac ou bien au fond de ces eaux superficielles. Et bien sûr la multiplication bactérienne. Donc l'eau s'enrichit en gaz toxiques et la vie animale devient impossible parce qu'ils n'auront plus d'oxygène. En ce qui concerne la répercussion sur l'économie, je vous avais déjà donné des idées tout à l'heure, mais aussi il va y avoir des pertes des heures de travail. Bien sûr, une personne malade ne va pas travailler. Coût élevé des soins médicaux, donc trop de personnes malades, c'est trop de soins médicaux. Perte de la valeur productive des sols agricoles. La pollution dans tous ses aspects, que ce soit atmosphérique, hydrique et édaphique, donc est accompagnée d'impacts négatifs, aussi bien sur l'environnement, la santé de l'homme, que ce soit les soins, les coûts de soins, les coûts d'hospitalisation, mais aussi ça demande un grand budget par l'État pour essayer de réparer ces impacts réalisés ou bien effectués sur l'environnement.
Donc, va nous rester juste une petite partie concernant l'utilisation des énergies renouvelables, d'accord? On le laisse pour un autre diapo. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.